Il est 15h20, alors nous allons reprendre ce colloque pour la dernière conférence d'aujourd'hui. Et sans plus attendre, cette conférence sera donnée par David Nadeau. Le titre de sa conférence est La civilisation surréaliste. David Nadeau est à la fois un historien de l'art, un poète et un musicien. On peut donc dire qu'il est très dévoué dans le domaine artistique. Il réside dans la ville de Québec depuis 2007. Il anime notamment les éditions La Vertèbre et le Rossignol et il participe aux activités des mouvements surréalistes et pataphysiques et il participe même activement. Ses intérêts portent particulièrement sur les relations entre l'ésotérisme et la création artistique et même dans une perspective nettement anarchiste. Ces textes ont été publiés dans Chroniques d'histoire maçonnique, Ritual Secrecy and Civil Society and Art actuel, pardon. Son court récit en prose, La cuisson de l'œuf noir, a été publié en 2007, il y a donc 4 ans de cela, aux éditions Collage de Pataphysique dans une édition bilingue français-italien. Alors maintenant, sans plus attendre, je lui cède la parole. Bonjour, oui, aujourd'hui, donc, je vais vous parler du renouveau de l'historiographie dans l'étude du surréalisme tel qu'on l'observe depuis, environ une quinzaine d'années. Une présentation d'environ 20 minutes. J'espère que ça ne sera pas beaucoup plus long, mais disons, quand je l'avais pratiqué, ça faisait 20 minutes. Le surréalisme est présenté à tort comme une école artistique et littéraire, alors que c'est surtout un mouvement de pensée philosophique et politique et un mode de vie. Depuis sa fondation en 1924, il n'a jamais cessé d'associer à des degrés divers la transformation révolutionnaire de la société, l'expérience intérieure et la découverte artistique. Ses adeptes cherchent à réaliser l'unité entre le conscient et l'inconscient, entre l'action sociale et l'expérimentation poétique. Non seulement une révolution politique est nécessaire, mais les surréalistes estiment qu'elle doit s'accompagner de changements à la fois culturels et moraux, des changements concernant les rapports entre l'individu, l'inconscient et les forces élémentaires de la nature. Lors de l'exil des surréalistes parisiens en Amérique, le caractère utopique de leur pensée s'exprime par la proposition de création d'un mythe collectif nouveau. André Breton aborde cette question dans une conférence donnée le 10 décembre 1942 à des étudiants français de l'Université de Yale. À cette occasion, il rappelle l'un des mots d'ordre fondamentaux du surréalisme, soit la préparation pratique d'une intervention sur la vie mythique. Selon lui, cette tâche se présente comme un nettoyage, c'est-à-dire qu'il faut se débarrasser des vieux mythes répressifs avant de créer de nouveaux mythes émancipateurs. La résistance au misérabilisme et la création de nouveaux langages libérés de l'utilitarisme marchand entretiennent le désir utopique de transformation sociale. Ce désir est exprimé sous la forme d'un mythe collectif constamment réinventé. En effet, le projet du surréalisme est celui de la création d'un nouveau mythe, lequel ne se fixe pas de manière dogmatique dans une forme définitive. Ainsi, l'histoire de l'activité surréaliste forme peut-être elle-même le mythe de la quête, toujours recommencée, d'un nouveau mythe. L'histoire du surréalisme, un mouvement généralement considéré comme dissous par les spécialistes ou soi-disant spécialistes, a récemment été réévalué par les historiens de l'art Stephen Harris et Miguel Pérez Corrales. Les travaux de ces chercheurs tendent à démontrer une continuité prolifique de ce mouvement depuis les crises majeures qui l'ont agité dans les années 40 et à la fin des années 60. Le surréalisme n'est pas un style littéraire et artistique limité au 20e siècle ou la dernière dans la lignée des avant-gardes historiques, mais plutôt une aventure individuelle et collective qui s'est poursuivie jusqu'à ce jour. Les individus se regroupent par affinité, débattant collectivement au sujet de recherches communes et partageant leurs découvertes. C'est à la fois une sorte d'université populaire où les connaissances se partagent et les idées se débattent sur une base horizontale, mais c'est aussi une forme d'art populaire, c'est-à-dire d'une part qu'il se développe en marge des modes successifs qui marquent le développement du marché de l'art, et d'autre part que les personnes qui consomment cet art et ceux qui le créent sont en grande partie les mêmes. Le désintérêt des milieux artistiques et littéraires pour les manifestations actuelles du surréalisme a au moins l'avantage de dissiper un malentendu,
il apparaît que le surréalisme se situe nettement en marge de l'évolution de l'art et de la littérature postmoderne. Son histoire récente est plutôt marquée par son positionnement vis-à-vis des divers mouvements d'émancipation sociale et sa participation notable au développement récent de la pensée ésotérique. Après la mort d'André Breton en 1966, l'écrivain Jean Schuster, proche de la romancière Marguerite Duras, joue pendant quelques années un rôle central dans les activités du groupe parisien, qu'il réunit autour d'une nouvelle revue, l'Archibras, dont il prend le titre de directeur. Mais des tensions et des désaccords minent le bon fonctionnement du groupe. Et dans un article publié le 4 octobre 1969 dans le journal Le Monde, sous le titre « Le quatrième chant », Jean Schuster a l'audace de prononcer la dissolution non seulement du groupe de Paris, mais du mouvement surréaliste lui-même, ou, pour reprendre ses termes, la fin du surréalisme historique. Les spécialistes de la littérature et les critiques qui s'intéressent à certains écrivains surréalistes de l'après-guerre, surtout ceux qui étaient actifs du vivant de Breton, prennent acte de cet avis de décès du mouvement surréaliste. Pourtant, Jean Schuster n'était nullement habilité à proclamer la mort du mouvement surréaliste international, qui le dépassait tout à fait et n'était plus alors tellement centré sur Paris. Tout au plus, sa tentative de s'aborder le surréalisme a révélé au grand jour les crises internes du groupe parisien. Il est vrai que pour plusieurs surréalistes de province en France, qui se retrouvent alors plus isolés que jamais suite à cette crise, cela pouvait effectivement prendre les apparences de la fin du mouvement surréaliste, puisque Paris n'était plus ce centre, ce pôle où la présence de Breton avait un effet rassembleur. Mais ces problèmes propres au groupe parisien n'affectaient pas en profondeur les autres collectifs ailleurs dans le monde. Après l'éclatement du groupe de Paris, quelques groupuscules se forment qui ont des activités plus ou moins en marge du mouvement. Mais surtout, ce qui va nous intéresser ici, un groupe se réunit autour du poète et spécialiste en art premier Vincent Bounnour. Ce groupe va entretenir des relations plus suivies avec les surréalistes ailleurs dans le monde. De 1969 à 1978, le groupe parisien va publier des revues et des bulletins, ainsi qu'un volumineux ouvrage collectif intitulé La civilisation surréaliste, regroupant 57 textes par 10 auteurs français et tchèques. Les notes, articles et essais portent sur l'histoire du surréalisme, l'importance du désir, le langage, la critique des sciences humaines et du structuralisme. La poésie, telle que les surréalistes la conçoivent, est présentée comme un contre-langage s'opposant à la réduction du langage à sa dimension communicationnelle et à son instrumentalisation opérée par le pouvoir à travers la publicité et l'information. Elle rend à l'expression écrite et parlée la multiplicité de ses significations possibles et permet ainsi à l'individu de prendre conscience de ses désirs. La publication de la civilisation surréaliste marque le début de la période actuelle de l'activité du mouvement surréaliste. Le mythe de la civilisation surréaliste est l'expression d'un désir utopique, celui de la conciliation des contradictions de la civilisation actuelle par des forces créatrices et révolutionnaires entretenues notamment par le mouvement surréaliste. Autrement dit, la transformation sociale est nécessaire afin d'abolir le capitalisme et l'État, mais elle doit s'accompagner d'une révolution d'ordre moral et poétique. C'est peut-être le mythe nouveau le plus important qui a été issu de l'activité surréaliste depuis la mort de Breton, et les surréalistes très récemment ont commencé à s'y intéresser davantage. Pour ma part, je suis le premier spécialiste à mettre de l'avant ce mythe pour définir la portée de l'activité collective surréaliste de la période récente. Dans le domaine de la pensée politique, le livre La civilisation surréaliste réaffirme les positions internationalistes et anticoloniales du mouvement. Tout au long de son histoire, le mouvement surréaliste n'a cessé de se positionner par rapport aux divers mouvements d'émancipation sociale, et cela se traduit pour plusieurs de ses membres par un engagement dans des luttes politiques. À la rencontre du désir utopique et du refus anarchiste, l'aventure surréaliste vise à fournir des moyens pour repassionner la vie humaine. Au sein du mouvement révolutionnaire, le surréalisme est le seul mouvement international organisé qui approfondit
et revendique le désir utopique et libertaire d'un monde complètement différent. Il imagine et prépare en quelque sorte une civilisation dans laquelle l'esprit humain puisse épanouir ses possibilités d'être, une civilisation entièrement différente de la nôtre, non seulement sur le plan économique, mais sur celui des mœurs et du sacré. La résistance au misérabilisme et la création de nouveaux langages libérés de l'utilitarisme marchand entretiennent le désir de transformation sociale. Ce désir est exprimé sous la forme d'un mythe collectif nouveau qui se développe et se renouvelle dans les images issues de l'activité surréaliste. Ce mythe va parfois jusqu'à se fonder en partie sur une libre réinterprétation de différentes doctrines ésotériques. Dans l'expérience créatrice surréaliste, l'esprit est attentif à un monde imperceptible mais bien réel. Ainsi, les méthodes visant à faire surgir des images symboliques, lesquelles sont vues comme des supports de l'intuition des rapports occultes entre l'esprit humain et les phénomènes de la nature, ces méthodes, dis-je, ont toujours attiré les surréalistes vers l'étude de différentes formes d'ésotérisme. Le rapprochement repose sur l'imagination et l'expérience intérieure avant tout, et non sur la croyance. Plusieurs surréalistes se sont intéressés à des degrés divers à différentes formes d'ésotérisme, dont les plus fréquentes sont peut-être l'alchimie, la kabbale et l'astrologie. Ils y ont emprunté, réinterprété des motifs comme les diagrammes magiques, les matières alchimiques, les rituels étranges, etc. Ceci participe de l'apport concret du surréalisme à la connaissance. L'influence de l'ésotérisme sur le surréaliste est bien connue, notamment grâce à la vaste étude de Patrick Lepetit, Le surréalisme parcours souterrain, paru en 2012. Maintenant, il reste à évaluer le phénomène inverse, soit l'influence des idées et des pratiques issues du surréalisme sur les développements récents de la pensée ésotérique. En effet, des ésotéristes liés au surréalisme ont publié des travaux majeurs sur les symboles et le symbolisme, comme par exemple René Allo, Bernard Roger, Juan Eduardo Cirlo, mais aussi plusieurs autres. Aussi, c'est encore moins connu, quelques surréalistes ont fait et font partie d'organisations ésotériques, de sociétés secrètes et de cercles plus fermés encore. La franc-maçonnerie, pour certains surréalistes, qu'ils soient ou non initiés, a été et demeure un des vecteurs de la quête du merveilleux et de l'exploration de l'invisible. Un noyau de francs-maçons a d'ailleurs été actif dans les années 50 et 60 à l'intérieur et en périphérie du groupe surréaliste parisien. Ces individus étaient liés à une loge fondée en 1901 et portant le titre distinctif de Théba, ce qui signifie l'arche en hébreu. En quelques années, la loge Théba rassembla en son sein plusieurs surréalistes, parmi lesquels René Allo, Bernard Roger et Guy-René Doumerou. Ces ésotéristes et créateurs ont contribué de manière singulière à une redéfinition surréaliste du rapport au sacré. Presque tous ont publié des travaux importants sur l'ésotérisme et quelques-uns ont étudié l'alchimie auprès d'Eugène Cancelier. Ce dernier, Eugène Cancelier, se présente lui-même comme l'unique disciple de l'alchimiste connu sous le pseudonyme de Fulcanelli, dont les ouvrages ont grandement contribué au regain d'intérêt de l'alchimie au XXe siècle. René Allo, né en 1917, décédé en 2013, est un historien des sciences et un chercheur en études symboliques dans la lignée de Gaston Bachelard et Gilbert Durand. Il aurait confié à André Breton que sa rencontre avec le surréalisme est ce qui l'a conduit vers l'alchimie. En plus d'être alchimiste, Allo est un spécialiste universitaire dans l'étude de cette discipline ésotérique. Les surréalistes parisiens prennent contact avec lui en 1952, à l'occasion d'une série de 25 conférences sur l'alchimie, auxquelles assistent régulièrement plusieurs d'entre eux. En 1953, Allo publie Aspects de l'alchimie traditionnelle. La définition qu'il donne de l'alchimie dans cet ouvrage important est une connaissance esthétique de la matière et ça rejoint l'approche expérimentale de l'activité artistique telle que défendue et pratiquée par les surréalistes.
Plus précisément, Allo décrit cette doctrine initiatique comme un ensemble d'opérations métallurgiques pratiquées conjointement à des exercices spirituels de méditation symbolique. Son article « La sortie d'Égypte », paru dans la civilisation surréaliste, est en quelque sorte le cœur du livre, celui qui pose le plus clairement la question de l'utopie, alors que les autres textes sont plutôt de type critique ou poétique. Il sera question de ce texte d'Allo en lien avec l'activité des surréalistes arabes. Parmi les écrivains surréalistes affiliés à la loge Théba, quelques-uns se réclament discrètement d'une tradition initiatique représentée par la figure de certains dieux forgerons de l'Antiquité pré-hellénique. René Allo, dans son ouvrage « Aspect de l'alchimie traditionnelle », mentionne 5 différentes figures de forgerons mythiques ou divins. Les dactyles travaillent le fer et sont réputés jongleurs et magiciens. Ils pratiquent également la médecine. Selon Strabon, les curettes et les corybantes sont issus des dactyles. Leur danse figure les révolutions des planètes. Les telkines de Rhodes exécutent les premières statues de bronze à l'image des dieux. Les Kabyres, grands dieux des mystères religieux de Samothrace, forgent la fossile de Chronos. L'auteur d'Aspect de l'alchimie traditionnelle regroupe ces différentes figures de forgerons mythiques sous le terme de théurges du feu. Ils sont les génies gardiens du feu souterrain et des fabuleuses transformations propres à la pratique de l'alchimie. Guy-René Doumerou et Bernard Roger suivent la piste des frères jumeaux Castor et Pollux, ces dieux marins qui, sous la forme de 2 étoiles, ont guidé les Argonautes dans leur navigation en quête de la toison d'or. Prêtres de Samothrace, Castor et Pollux sont parfois identifiés aux Kabyres, dont ils revêtent l'emblème distinctif, le bonnet conique appelé pileus. Certains miroirs étrusques, comme par exemple celui qu'on voit présentement, montrent les 2 frères autour de leur compagne, laquelle est représentée sous la forme d'une déesse ou alors celle du croissant lunaire. Dans un article intitulé « Le jour de l'étoile », Bernard Roger reproduit quelques-uns de ces fascinants objets rituels. À propos de ces représentations des Dioscures, Bernard Roger note que leur fréquence, de même que le silence des auteurs de l'Antiquité sur le sens qui peut leur être attribué, semble indiquer qu'il s'agisse là de symboles situés en dehors des courants mythologiques officiels. La triade formée par les Dioscures et la déesse serait à la base d'une très antique tradition dont le but, en ce qui concerne l'homme, est son affranchissement par rapport aux lois et conventions qui assurent l'ordre social. L'intérêt des surréalistes pour la ritualité et les sociétés secrètes se retrouve dans le travail de 2 créateurs actuellement associés au surréalisme, soit Craig S. Wilson et le couple formé de Ghada Kamal et Mohsen El-Bellassi. Nous allons maintenant aborder leur travail. L'artiste multidisciplinaire états-unien Craig S. Wilson est actif dans les scènes noise et punk de la ville de Carbondale. Il participe activement aux activités du mouvement surréaliste, notamment à travers la création de la tendance sadéenne fourriériste, Sadean Fourierist Tendency, en anglais. Cette société secrète imaginaire se manifeste essentiellement sur Facebook, via la page personnelle de Craig et le groupe secret The Pleasure Cult, le culte du plaisir, qui est animé par celui-ci. Les 2 seules manifestations publiques de la STF sur le net sont un meme archivé sur makeameme.org et un communiqué publié en 2013 sur The Unexpected Sound, qui est le blog personnel de Craig. Les memes Internet conçus par Wilson, en rapport avec la tendance sadéenne fourriériste, renouvellent les moyens de la propagande surréaliste dans un cadre adapté aux médiums de communication actuels. Donc, on pense aux papillons, affiches, autocollants, etc. Les principes de cette société secrète imaginaire sont définis dans 3 textes aux allures de manifestes, circulant sur Facebook de manière privée. Parti communiste surréaliste, la tendance
Sadéenne fourriériste surgit et libertin surréaliste. La critique du misérabilisme y est associée au projet utopique de réorientation des relations humaines et de réinvention de soi. La STF prône une insurrection permanente contre l'armure caractérielle et les patterns relationnels causés par une civilisation répressive. La satisfaction des besoins et l'invention de nouveaux désirs a lieu au sein de groupes affinitaires. Dans cette culture de création collective axée sur la libération des désirs et des représentations imaginaires, les souhaits de chaque individu sont comblés par l'ensemble du groupe. Manifestant une socialité dynamique, ces formes libertines d'association libre encouragent le plaisir de l'aide mutuelle et de la séduction réciproque sur une base bien entendu consensuelle et inclusive. La réinvention poétique du mime Internet par Wilson, une pratique associée à la culture populaire contemporaine, se rattache à l'usage surréaliste consistant à associer le mot et l'image, comme cela se retrouve parfois dans le collage. Dans ce mime Internet publié le 11 février 2017 sur The Pleasure Cult, la photographie d'un vieux film fantastique muet est associée à la phrase poétique suivante. Des satisfactions voluptueuses devrait couronner les préparatifs lubriques. Elle a été composée en feuilletant au hasard une traduction anglaise de Juliette ou les prospérités du vice du marquis de Sade et en choisissant certains mots ou bouts de phrases, une technique surréaliste développée par Wilson. Accompagnant le mime, une note suggère sur la photo que la cuisson des squelettes dans une grande marmite représente de manière symbolique la transformation alchimique du feu d'enfer des passions destructrices et autodestructrices. Pour réaliser cela, il faut d'abord avoir la volonté de s'éloigner de tout jugement désuet et ainsi prendre plus en charge son propre destin. Plus récemment, Craig S. Wilson participe à certaines activités d'un collectif de surréalistes arabes nouvellement constitué. Un couple de poètes et collagistes égyptiens formé de Ghada Kamal et de Mohsen El-Bellassi compte parmi les fondateurs du MENA ou Middle East and North Africa Surrealist Group avec leur ami Yasser Abdelkawi. Les trois poètes ont projeté la publication d'une revue surréaliste, puis ils ont été rejoints par 7 autres créateurs provenant de l'Égypte, de l'Algérie, de la Syrie, de la Palestine, de l'Irak et du Maroc. La formation récente du Middle East and North Africa Surrealist Group est la première manifestation d'une activité surréaliste organisée dans un pays arabophone depuis le collectif égyptien Art et Liberté dans les années 40 du 20e siècle. Le Middle East and North Africa Surrealist Group travaille actuellement à une traduction anglaise de la civilisation surréaliste et quelques textes ont déjà été publiés sur son site internet Sulfur Surrealist Jungle. Donc, la photo qu'on voit là fait partie d'une série, La poupée de la cité de Dieu, une série de 13 photographies oniriques de Mohamed El-Kachef, qui a été réalisée en association avec Ghada Kamal et Mohsen El-Bellassi. Sa réalisation précède la formation du MENA, mais il faut préciser qu'El-Bellassi et Kamal s'identifiaient déjà tous deux comme surréalistes depuis plus d'une dizaine d'années. La poupée, personnifiée par Kamal, semble représenter l'espoir utopique de l'avènement de la civilisation surréaliste. Le bandage qui recouvre le visage de la poupée est un symbole qui rassemble des significations multiples et complémentaires. Les blessures au visage, que l'on devine sans les voir, évoquent le thème de la violence politique. Le regard de la poétesse, voilé par la gaze, est aveugle aux mensonges idéologiques propagés dans la société par la religion et l'économie. Il est entièrement tourné vers la vision intérieure. Le bandage fait aussi songer à la momification et à la réinterprétation d'éléments visuels liés à l'Égypte antique qui se retrouvent dans plusieurs des collages d'El-Bellassi.
Dans un monde ravagé par le capitalisme et obnubilé par la religion, la rêverie asociale de la momie prépare en silence la résurrection triomphante de l'esprit poétique subversif. Dans la civilisation surréaliste, le peintre tchèque Martin Stejskal appelle à la pratique d'un cérémonial surréaliste qui trouverait ses règles dans le jeu. L'acte de peler des oranges en ayant le visage recouvert d'un bandage correspond à cet intérêt surréaliste pour le rituel. Annonciateur de l'abondance utopique et créatrice, c'est un geste propitiatoire qui vise à révéler les potentialités émancipatrices de l'esprit humain. La violence du geste, reflet des violences politiques réellement subies, prépare de manière symbolique un renouvellement de la civilisation sur de nouvelles bases. La civilisation future, selon René Allo, ne sera plus ni magique ni scientifique, mais poétique. C'est-à-dire qu'elle réalisera une synthèse harmonieuse et libre des modes de connaissance rationnels et irrationnels. Libérée du double masque du réel et du rêve, nous dit Allo, elle nous conviera enfin à célébrer la résurrection surréelle des morts et des dormeurs. Fin de la citation. Dans la cité néolibérale de Dieu, le rituel propitiatoire de la poupée surréaliste anticipe de manière symbolique la révolution d'ordre moral et esthétique qui marquera l'avènement d'une civilisation future plus émancipée. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. David Nadeau, pour cette plongée instructive dans le surréalisme. Alors, oui, nous passerions donc à la période de discussion et de questions. S'il y en a, je vois que Christian semble avoir une question, alors je lui cède la parole.